Le fugitif Houssine Arfa a déclaré avoir versé un pot de vin d'un total de 100 000 € au ministre de la Justice et au procureur en charge de son dossier afin de pouvoir s'évader de la prison de Tiafa. C'est un problème politique et non un souci technique qui est à l'origine du faible taux d'inscription à la liste électorale, ont reconnu l'ensemble des partis politiques et des politiciens présents au cours de la réunion organisée par la CENI ce jour. Un faible taux d'électeurs inscrits alors que la révision de la liste sera clôturée dans 15 jours. Et enfin, Emmanuel Macron a affirmé mardi, lors d'un discours ferme, devant les forces de l'ordre de Calais, que l'État ne laissera se reconstituer une jungle. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver dans ce journal. À la une de l'actualité, le fugitif Houssine Arfa a déclaré avoir versé un pot de vin d'un total de 100 000 € au ministre de la Justice et au procureur en charge de son dossier afin de pouvoir s'évader de la prison de Tiafa. Une nouvelle révélation choc qu'il a faite à la presse française hier. Face à cette situation, le ministère de la Justice a publié un communiqué au cours de l'après-midi. Reportage. Sorti de son silence, Houssine Arfa a fait une révélation choc à la presse française hier concernant sa détention à la prison de Tiafa et les détails de son évasion. Il a admis avoir payé un pot de vin de 70 000 €, soit 272 millions d'ariars, au ministre de la Justice et 30 000 €, 77 millions d'ariars, au procureur en charge de son dossier pour pouvoir fuir sa prison. J'ai vu des gens qui ont tué. J'ai vu aussi des trafics d'or. J'ai vu de la part de qui, des conseillers du président. Oui, très proche. Ouais. Mais pour sortir de Tiafa, qui est la 3e prison la plus dure au monde, on peut pas sortir sans l'accord du président ou de la ministre. Le président, je pense qu'il m'a pas donné son accord, mais la ministre l'a donné. Ça m'a coûté 70 000 €. Ça a été très dur parce que pendant 5 mois, je n'ai pas la possibilité de parler aux gens. J'ai dû creuser un tissu de relationnel pour arriver à elle. Une fois que c'est arrivé à elle, elle m'a fait sortir de Tiafa parce que j'étais surveillé jour et nuit par 5 hommes armés. D'autre part, face à ces nouvelles déclarations, le ministre de la Justice a annoncé une conférence de presse pour midi ce jour, mais s'est finalement rétracté pour faire place à un simple communiqué envoyé par email aux journalistes par le ministère de la Justice dans l'après-midi. Et pourtant, le document qui a permis l'hospitalisation du prisonnier Houssine Arfa, à l'époque, fait mention d'un avis favorable du ministre de la Justice, ainsi que de sa signature. Ce ressortissant étranger a émis une demande pour un entretien avec le président de la République française, mais encore sans retour actuellement. Houssine Arfa a également demandé que son dossier soit transmis à la justice française. Une telle situation, à l'étranger, aurait entraîné au mieux une déclaration dans les plus brefs délais du responsable impliqué et au pire sa démission au cours de la durée de l'enquête. Cette affaire a de nouveau soulevé une polémique conséquente au sein de l'État malagasy. Aucune déclaration n'a encore été faite à ce jour par le président de la République, dont les conseillers sont pourtant impliqués dans cette affaire. Page politique, c'est un problème politique et non un souci technique qui est à l'origine du faible taux d'inscription à la liste électorale, ont reconnu l'ensemble des partis politiques et des politiciens présents au cours de la réunion organisée par la CENI ce jour. Un faible taux d'électeurs inscrits alors que la révision de la liste sera clôturée dans 15 jours. Ce cadre de concertation a porté notamment sur le partage d'informations sur l'état de l'évolution de la révision annuelle de la liste électorale. Andra Arson. Les partis présents au cours du cadre de concertation organisé par la Commission électorale nationale indépendante aujourd'hui ont reconnu que malgré les soucis au niveau technique, c'est un problème d'origine politique qui est à la source de la réticence des électeurs malagasy à s'inscrire à la liste électorale.
Selon nous, vous craignez que cette liste électorale ne soit pas satisfaisante, d'une part à cause de soucis techniques et d'autre part d'un problème politique. Pourquoi adopter une loi si l'on ne l'applique pas ? Vous avez évoqué la nécessité de l'implication des politiciens et des partis politiques dans cette sensibilisation à l'inscription à la liste électorale. Toutefois, cela fait un an que vous parlez de préparer de nouvelles lois, mais sans concrétisation jusqu'à ce jour. Ainsi, nous vous demandons d'être clair et précis en ce qui concerne vos demandes. Depuis le début, les mesures visant l'amélioration de l'avant-projet de loi sur le code électoral n'ont pas été respectées. La commission consultative a fait sa part en avançant des suggestions au mois de juillet 2017. L'avant-projet de ces textes qui vont régir les prochaines élections sont donc entre les mains du gouvernement depuis déjà 7 mois et pourtant jusqu'à ce jour, le contenu de ces textes reste inconnu. Cette situation permet de conclure que le pouvoir exécutif représente le problème de la mise en place d'un processus électoral transparent et inclusif. Toujours dans ce contexte, à partir de maintenant, le pouvoir exécutif va travailler et se concentrer sur son rôle, a déclaré Eric Ranjassan, nouveau directeur de cabinet de la présidence de la République hier lors d'une conférence de presse, ce qui amène à s'interroger sur ce que ce régime a fait ces dernières années. Cette conférence de presse relate ainsi une tentative du gouvernement de redorer son blason. Andra Arson. Durant la première conférence de presse tenue par le nouveau directeur de cabinet de la présidence de la République, Eric Ranjassan, ce dernier a déclaré qu'à partir de maintenant, le pouvoir exécutif va travailler et se concentrer sur son rôle, ce qui amène à se demander ce que ce gouvernement a fait ces 4 dernières années. Actuellement, le gouvernement est en pleine période d'exécution de ses tâches. Le développement du pays n'est pas chose facile. Donc, le gouvernement et tous ses partenaires vont maintenant se focaliser sur l'exécution de leurs tâches en fonction de la politique de développement mise en place et des priorités. Questionné sur les différents conseillers présidentiels enquêtés pour détournement de fonds publics, à l'exemple de Claudine Razemamound, Eric Ranjassan a émis son avis sur la question. En ce qui concerne ces personnes, cela révèle de la justice s'il est coupable ou non. Nous sommes dans un état de droit. Ce directeur de cabinet a également déclaré que l'ensemble du pouvoir exécutif s'est mis d'accord pour améliorer la relation du gouvernement avec les journalistes et éviter à l'avenir toute forme de discrimination, à l'instar de Cool TV FM, lors de la cérémonie de présentation de vœux au Palais Diavelou en début d'année. Il est clair que le régime actuel tente d'améliorer l'image des dirigeants auprès des électeurs en cette veille d'élection présidentielle. La nomination d'un nouveau directeur de cabinet de la présidence de la République 3 ans après le licenciement d'Henri Rabarzac, précédent occupant de ce poste. Également dans l'actualité, le décret portant sur la passation du marché de la perception des droits de timbre pour l'obtention de visas aux frontières à une entreprise privée est contraire à la loi. Seul un fonctionnaire au niveau des services des impôts peut percevoir ce droit. La nomination d'une personne qui ne correspond pas à ce critère pour exécuter cette tâche cache un détournement de fonds effectué par ces sociétés privées. Lily Rabiat. Les termes de la loi des finances et du budget, en ce qui concerne la perception des droits de timbre pour l'obtention de visas aux frontières, prouvent que les mesures prises par le gouvernement pour donner cet accès aux particuliers ne sont pas conformes à la loi. D'après la loi des finances, seul un fonctionnaire nommé par le biais d'un décret provenant du ministère des Finances et du Budget peut percevoir ce droit de timbre et de verser la recette dans les caisses de l'État. Ce n'est pourtant pas ce qui se passe en ce qui concerne cette entreprise privée. Rien ne prouve à ce jour que la recette perçue par la société Amétis sera versée dans les caisses de l'État. Et pourtant, les responsables au niveau de l'entité concernée par la perception de cette recette restent muets. La question se pose est de savoir qui tire bénéfice de cette affaire.
Et puis dans le reste de l'actualité, le ministère de l'Éducation nationale et la Direction nationale des écoles privées ont décidé d'ajourner les examens cette année. En ce qui concerne le certificat d'études primaires élémentaires ou CEPE, si les examens auraient dû avoir lieu le 31 juillet, ils seront reportés au 14 août prochain. Pour le brevet d'études du premier cycle ou BEPC, les dates des examens ont été reportées du 3 au 6 septembre prochain, si auparavant elles étaient fixées pour le 20 au 23 août. Pour les examens en vue de l'obtention du certificat d'aptitude à l'enseignement dans les écoles primaires, les dates ont été repoussées du 2 au 3 octobre, au 23 au 24 octobre prochain. Quant au certificat d'aptitude pédagogique dans les écoles primaires, les examens sont fixés pour le 20 au 21 novembre prochain, si auparavant ils étaient prévus pour le 30 et 11 octobre. Toutefois, ce changement n'aura aucun impact sur le calendrier scolaire. Les inscriptions aux examens en vue de l'obtention du BEPC ont été ouvertes hier et seront clôturés le 15 mars prochain. Passons maintenant à l'actualité internationale. Emmanuel Macron a affirmé mardi, lors d'un discours ferme devant les forces de l'ordre de Calais, que l'État ne laissera se reconstituer une jungle. Il a aussi promis l'engagement de l'État sur la distribution de nourriture aux migrants. Voyons les détails de sa visite en images. Macron sait que ce déplacement dans le Pas-de-Calais est à haut risque. Il commence donc par la partie la plus simple. Après un bain de foule, le chef de l'État visite un centre d'accueil pour les migrants. Un moment d'échange avec les bénévoles et surtout avec des migrants. Ce jeune Soudanais de 25 ans a quitté son pays en 2015. Il est dans ce centre depuis novembre, après 6 mois passés dans la nature. Le président de la République le rassure sur son sort. Ce que vous avez décrit, je crois, relève en effet de l'asile. Donc, on va essayer de faire les choses le plus vite possible. Bonjour, monsieur. Mais Emmanuel Macron défend aussi des critères stricts d'accueil, excluant notamment les migrants économiques. Ce matin, Gérard Collomb a annoncé que la France avait délivré 262 000 titres de séjour en hausse de 13,7% et procédé à 14 859 retours forcés en hausse de 14,6%. Pour les associations, le problème est loin d'être réglé. La solution des centres d'accueil à 100 km, elle est bonne pour 10% de la population qui est ici, pas pour les 90% autres qui ont leurs empreintes en Italie et qu'on va assigner à résidence dans un hôtel depuis ces centres pour les renvoyer. Ce soir, le président de la République rencontrera des associations à la fin d'une visite au cours de laquelle il aura rencontré policiers, élus et habitants. Et puis enfin, les syndicats de surveillance pénitentiaire ont appelé à la poursuite mardi de leur mouvement de blocage total des prisons après l'agression de 3 de leurs collègues dans le Pas-de-Calais la semaine dernière. Regardez. Dans la prison de Vendin-le-Vieil, des surveillants déterminés bloquent l'entrée. On est chez nous, on est chez nous. Ils empêchent la ministre de sortir, mécontent de sa visite. Nicole Belloubet a rencontré les surveillants violemment agressés par un détenu radicalisé la semaine dernière. Mais selon l'un d'eux, l'entretien s'est mal passé et les syndicats appellent à durcir le mouvement. Elle sortira pas d'ici. Là, on est pris vraiment pour des cons. Aucun gouvernement nous a écoutés jusqu'à présent. Donc là, aujourd'hui, elle est chez nous. Eh ben, elle va rester chez nous un peu plus longtemps que prévu. Nicole Belloubet est arrivée peu après 9 heures devant l'établissement. Pour l'accueillir, les surveillants chantent la Marseillaise. Quelques paroles, puis la ministre avance au cri des sifflets et des slogans de revendication. Une colère qui la pousse à prendre immédiatement la parole. Je vous entends, je suis là pour ça, pour dialoguer et pour essayer de voir comment on peut améliorer la situation. Je suis vraiment là pour ça. C'est ce qui me préoccupe. Mais c'est votre rôle, Madame la Ministre. Oui, je sais que c'est mon rôle. Déterminés à obtenir des avancées, ces surveillants bloquent pour la 2e journée l'entrée de leur établissement. Ils sont arrivés dès l'aube et autour d'un feu de palette continuent de réclamer des moyens. Il y a un gros problème d'effectifs en dessous de ce qu'on devrait avoir pour les surveillants et de sureffectifs au niveau de la population pénale. Donc là, on ne joue pas à jeu égal. Il y a un malaise profond dans cette profession.
Les agressions, on en connaît tous les jours dans tous les établissements de France. Il y en a très régulièrement à un niveau qui devient insupportable. Déjà 2 jours que les surveillants crient leur colère et leur exaspération devant les prisons françaises. Aujourd'hui, des dizaines d'établissements sont encore touchés. Un bref rappel des titres pour clore ce journal. Le fugitif Houssine Arfa a déclaré avoir versé un pot de vin d'un total de 100 000 € au ministre de la Justice et au procureur en charge de son dossier afin de pouvoir s'évader de la prison de Tiafa. Et puis c'est un problème politique et non un souci technique qui est à l'origine du faible taux d'inscription à la liste électorale, ont reconnu l'ensemble des partis politiques et les politiciens présents au cours de la réunion organisée par la CENI ce jour. Et enfin, Emmanuel Macron a affirmé mardi lors d'un discours ferme devant les forces de l'ordre de Calais que l'État ne laissera se reconstituer une jungle. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir.